Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. L'invité du jour, c'est M. Mamadou Ba Badiko. Il est président de l'UFD. Évidemment, nous parlons de l'actualité politique du pays qui est, on va dire, en surchauffe. Évidemment, nous parlerons de cette contestation de la nouvelle constitution par le FNDC à travers cette question de résistance active, avec à la clé des morts et des dégâts matériels importants. On ne finira pas d'en parler suffisamment, bien sûr, mais ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Dans la première partie, nous parlerons des actualités fraîches et brûlantes. D'abord, le report des élections législatives, puis la décision du président de les coupler avec le référendum constitutionnel. Monsieur Ba Badiko qui nous reçoit ici chez lui. Monsieur Ba, merci de nous recevoir. Oui, merci à vous aussi. Bienvenue. Merci. Merci surtout. Alors oui, on parle de ces élections législatives. La première question, c'est d'abord, elles sont reportées pour le 1er mars, puisque la première date, c'était pour le 16 de ce mois. Votre parti était partant, vous aviez commencé à descendre sur le terrain. D'abord, quel sentiment vous avez face à la décision de reporter ces législatives, étant donné que vous vous êtes planifié dans le délai du 16 février? Eh bien, ça illustre encore une fois l'incapacité du pouvoir et de la CENI qu'il contrôle à organiser des élections correctes dans ce pays. Ça montre la nullité de l'administration qui n'existe pratiquement plus. Voilà la CENI qui donne des dates successivement, qui n'arrivent pas à les respecter, puisque l'incompétence est totale, le désordre est total dans cette CENI totalement dépendante du pouvoir. Et en plus, on ne respecte pas la loi, puisque ce n'est pas un calendrier légal qui est suivi, c'est le bon vouloir du pouvoir exécutif du président de la République qui manipule le calendrier électoral à sa guise pour les besoins de ses manœuvres politiciennes. Donc le sentiment, c'est un sentiment de désapprobation, de condamnation de ce qu'est la nature de ce pouvoir qui est incapable de diriger quoi que ce soit et l'amener à bon port. Et donc, vous avez parlé des reports. Le report n'est que la conséquence de cette incapacité de la CENI à honorer ses engagements et à l'administration qui les commande de faire le nécessaire. Donc, ils font ce qu'ils veulent, ils jouent avec les textes, ils jouent avec les nerfs des gens. Nous nous sommes effectivement déployés depuis plus de 2 semaines et demie. Et c'est au moment où on commençait à voir un petit peu le point d'arrivée, donc 16 février, qu'on dit non, c'est pas grave, on va mettre ça sans explication, sans que des têtes ne tombent, on met ça au 1er mars, en sachant que on a déjà lancé la machine et qu'on va nous maintenir en campagne électorale pendant 45 jours. Quel dommage cela cause à votre parti? Eh bien, le dommage, c'est qu'on n'a pas que ça à faire. Nous n'avons pas, dans notre vie, nous sommes des gens qui gagnons notre vie honnêtement. On ne peut pas passer des mois et des mois en campagne électorale comme eux. C'est eux qui n'ont rien à faire. Nous sommes occupés. On n'a pas que ça à faire et donc c'est totalement anormal et c'est condamnable et ça illustre encore une fois l'incapacité du système dirigé par le professeur Alpha Condé dans ce pays. Et vous avez parlé de tête qui devrait tomber. Selon vous, elle doit tomber de quel côté, puisque c'est le président déjà à la CENI ou... Mais il y a déjà la CENI et puis il y a déjà la CENI qui est incapable d'honorer ses engagements. Il n'y a pas de parole donnée. À l'heure où je vous parle, que peut-elle faire si on ne lui donne pas les moyens, justement? Et il se trouve que c'est Alpha Condé, le gouvernement, bien sûr. Eh bien, justement, donc, c'est la faute. C'est la CENI est totalement dépendante du pouvoir et qui obéit au doigt et à l'œil et qui n'ose prendre aucune décision sans en avoir l'ordre par le pouvoir. Donc, ça pose directement le problème de ce qu'est la CENI aujourd'hui. C'est les conséquences de ça que nous voyons. Et c'est pour ça que certains comme vous, évidemment qui sont de l'opposition, mais qui ont décidé de participer à ces élections législatives, ayant constaté ce report le 1er mars, ont décidé de porter plainte contre la CENI pour qu'on leur rembourse effectivement leur argent. Est-ce que vous allez entamer la même démarche ou est-ce que vous ne demanderez rien à la CENI? Vous vous déploierez sur le terrain jusqu'au 1er mars en campagne ou est-ce que vous arrêterez quand même les campagnes en attendant le 1er mars pour aller voter? Eh bien, sachez que nous considérons que vous utilisez un abus de langage. Lorsque vous dites que des opposants
se portent plainte contre la CENI ou autre chose, vous savez parfaitement que sur les 33 partis qui sont engagés, l'UFD est le seul parti véritablement de l'opposition là-dedans et qui est constant et qui ne fléchit pas. Le reste... Eh bien, il y a certainement des gens qui dans leur esprit sont des opposants, mais est-ce que leurs pratiques, c'est des pratiques de l'opposition? Leur itinéraire, qu'est-ce que dit leur itinéraire? L'UFD est un vieux parti de l'opposition, ça c'est clair. Oui. Mais il y a certains quand même dans la nouvelle génération. Il y a un certain Siaka Bari, il y a Abdoulaye Kourouma qui se réclament tous de l'opposition. Nous ne sommes pas là pour citer des noms. Nous ne sommes pas là pour citer des noms, mais je dis que chacun comprendra les pratiques effectives de chacun. Nous luttons pour la démocratie dans ce pays. Depuis la loi fondamentale, nous avons lutté sans concession contre le PUP, le RPG Arc-en-Ciel l'a succédé. Nous avons tenté une expérience avec eux pendant 3 ans et on a vu que ça ne pouvait pas marcher et nous sommes retournés à l'opposition et nous avons posé des actes. Je vous rappelle qu'on a été les premiers à avoir attaqué, disséqué le mécanisme frauduleux de coup d'État constitutionnel du 3e mandat. On a été les premiers à le faire et de la façon la plus détaillée, la plus circonstanciée, au point qu'ils ont été obligés de changer leur copie dans la version qui a finalement été rendue plus ou moins publique, puisqu'elle est en fait toujours clandestine. Personne ne sait même quel est le texte qui va sortir. On en parlera tout à l'heure. Alors, vous ne porterez pas plainte, quant à vous, contre la CENI? Vous suivrez tout simplement... Nous n'allons pas être ridicules. Nous ne croyons pas que ça apportera quoi que ce soit. Il s'agit de changer totalement ce système. À ce moment-là, on va régler le problème du système électoral. Ce n'est pas une plainte quelconque. Et ensuite, il y a de la mascarade là-dedans. Vous le savez très bien. En termes de subventions, justement, que vous êtes censé recevoir en tant que parti en lice pour ces législatives, est-ce que vous avez reçu vos subventions ou pas? Et qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Eh bien, on n'a reçu aucune subvention. Nous ne sommes pas au courant que d'autres l'aient reçu, puisque, encore une fois, le président joue sur les nerfs des gens. C'est lui le chef d'orchestre, c'est lui le chef de tout, c'est le dictateur qui commande tout et qui peut décider que... la subvention, il la donne quand il veut ou il la donne pas du tout. Ça, on est dans un système dictatorial. Il faut bien, on n'est pas dans une situation normale. Bien. 2 sujets qui s'interpénètrent justement. Nous avons parlé du report de ces législatives, puisque le parti UFD, présidé par M. Babadiko, est donc en lice, donc part pour ces législatives. Mais l'autre sujet plus problématique, c'est la dernière décision du président de la République. Pendant que vous êtes embarqué pour les législatives, en tant que parti politique de l'opposition, il a pris un décret pour coupler les législatives reportées au 1er mars, désormais avec le référendum constitutionnel. Est-ce que ça vous surprend? C'est ce que nous pesons nos mots. C'est ce qu'on appelle le banditisme politique. On appelle les gens à une élection législative au niveau de bonne foi et il attend que tout soit calé, que les bulletins de vote soient déjà même imprimés, que les gens aient fait toutes les formalités, qu'ils aient même commencé la campagne pour dire, les amis, c'est pas uniquement les législatives, c'est le référendum, mais c'est dans la pratique des dictatures. Il faut que les gens sachent que c'est dans la pratique des dictatures. Vous appelez ça comment? Du banditisme politique. Ça s'appelle comme ça. Et donc, conséquence, est-ce que vous allez tout de même, malgré que Alpha décide de coupler ces législatives avec le référendum que vous contestez, la conséquence, est-ce que vous allez vous retirer, comme certains comptent le faire déjà, ou est-ce que vous allez tout de même continuer, participer à ces législatives? Que chacun prenne ses responsabilités. Nous sommes engagés là-dedans, ça fait plus de 2 semaines, il y a des équipes partout dans le pays en train de faire campagne. Les bulletins de vote sont déjà imprimés, avec nos effigies et tout ça. Aucune loi là-dedans ne prévoit en quoi que ce soit le retrait d'un parti candidat. Eh bien, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer, d'aller jusqu'au bout et de continuer à croiser le fer avec le RPG Arc-en-Ciel pour l'empêcher de confisquer, de nous ramener au parti unique de triste mémoire, de sinistre mémoire. Donc, malgré le couplage, vous irez. Comment vos militants vont faire quand il y a des bulletins pour le référendum, il y en a pour les législatives? Comment est-ce que vous allez départir, distinguer ces 2 échéances? Ils vont tout de même voter pour le référendum ou vous allez leur donner des consignes le jour du scrutin? Eh bien, nous avons donné des consignes depuis déjà plus longtemps que ça. Même dans nos émissions télévisées, on l'a dit.
Donc moi je suis même surpris que certains découvrent le référendum hier soir. Vous n'étiez pas surpris? Mais c'était dans l'ordre des choses. C'est un coup d'État constitutionnel qui est à route depuis déjà plus de 2 ans. Et c'est un processus, ce n'est que l'aboutissement final du processus en manipulant le calendrier électoral, en bloquant les législatives pendant 1 an et demi et en tendant la perche à la CENI qui est incapable de respecter un seul délai. D'une manière ou d'une autre, est-ce que vous allez cautionner ce que vous contestez si vous participez à ce couplage? Eh bien, on n'a pas à cautionner. Nous avons dit que nous ne sommes pas concernés par le référendum. Et figurez-vous que même nous, on montre bien à tous les électeurs et électrices potentiels que voilà le bulletin de l'uninominal, donc à Kissidougou, Dalaba et Labé, et voilà le bulletin de la liste nationale. Un point, c'est tout. Vous ne touchez à rien d'autre, on n'est pas concerné et nous ne reconnaissons pas les résultats du référendum frauduleux et de la constitution frauduleuse également, illégale, qui sera issue de ce scrutin. Voilà, c'est aussi clair que ça, donc le parti UFD ira, puisqu'il a déjà engagé les moyens dans le processus. Oui. Certes, il participera, mais les militants ont la consigne de ne toucher à rien qui concerne le référendum le jour du scrutin, bien sûr. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour observer cette petite pause. Derrière, on se retrouve dans la deuxième partie pour parler de cette résistance active du FNDC qui conteste justement cette affaire de référendum, avec malheureusement ces dégâts en termes de morts et des dégâts matériels importants, tout de suite après la pause. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. L'invité du jour, c'est M. Mamadouba Badiko, président de l'UFD. Avec lui, nous avons parlé en même temps du report des élections législatives pour le 1er mars au lieu du 16 février. Puisque son parti participe, sa réaction, vous l'avez vu, il dénonce, mais évidemment, il n'est pas surpris. Mais plus grave, la décision du président de coupler ces législatives reportées avec le référendum, là aussi il n'est pas surpris puisque la manœuvre pour lui était déjà planifiée et donc il compte maintenir sa participation aux législatives tout en ignorant tout ce qui est dispositif référendaire ce jour du scrutin. Alors on va parler cette fois-ci de cette parenthèse d'instabilité que notre pays a connue depuis le lancement du mot d'ordre de la résistance active par le FNDC. Il y a eu 3 semaines d'action du FNDC, plusieurs morts, des humiliations d'individus publics. Et l'un des cas tristement célèbres, c'est cette dame qui a servi de bouclier à des policiers, mais aussi des édifices publics à l'intérieur du pays mis à terre, ci et là. Évidemment, quelle est votre réaction à tout cela? D'abord la résistance, est-ce que vous partagez votre parti, cette démarche avec le FNDC ou pas? Il faut dire que nous travaillons avec le FNDC. D'accord. Nous avons un accord avec le FNDC pour nous opposer ensemble au pouvoir pour sur cette affaire de constitution illégale. Et nous ajoutons la pérennisation de ce système qui domine le pays depuis des décennies et qui ne fait que le malheur du pays. Donc nous sommes solidaires du FNDC et nous disons que c'est le droit. Il faut valoir, le FNDC fait valoir ses droits de s'opposer à une politique qui est illégale elle-même, c'est une dictature. Mais vous dites que l'instabilité ne date que de janvier, mais il y a des manifestations dans le pays depuis 2012 et qui ont donné énormément de morts. Et donc ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est l'instabilité chronique créée par la dictature que le RPG Arc-en-Ciel a installée dans le pays. C'est ça le problème. La responsabilité de tout ça, c'est le RPG Arc-en-Ciel avec son système d'exclusion, son système ethniciste, son système corrompu à l'extrême, son système de bazardage de la richesse nationale. Et c'est ça, et la misère, le chômage des millions de jeunes, c'est lui qui est responsable de cette instabilité, ce n'est pas le FNDC. Et je dis que nous avons toujours regretté les destructions, puisque nous sommes un pays des plus pauvres du monde, et les jeunes, ceux qui manifestent, doivent être... On n'a pas de culture démocratique dans ce pays. Donc ailleurs il y a des manifestations. Est-ce que vous avez entendu qu'on a détruit autant d'édifices publics? Non, mais il y a un manque de culture démocratique dans le pays depuis l'indépendance. Donc il faut reprendre les choses à zéro et que la révolte ne produise pas uniquement que de la destruction.
il faut que ça permette de nous conduire vers un régime meilleur, un régime démocratique, un régime qui s'occupe effectivement du bien-être des habitants, contrairement à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est le responsable de tout ça, c'est le régime du RPG Arc-en-Ciel et son chef qui est dans les manipulations politiciennes depuis tout le temps pour installer son système. Et vous parlez d'Alpha Condé, justement, en marge de cette résistance, il y a eu des cas de tuerie, évidemment, et un discours, cette fois-ci, qui alerte, qui se radicalise en se disant, finalement, ce n'est pas que des tueries de résistants politiques, mais c'est des tueries ciblées, et qui ciblent une communauté, notamment en Peul. Et vous avez vu la sortie de certaines coordinations qui dénonçaient cette fois-ci le discours du président de la coordination Ali Poulard. Vous, quelle est votre lecture de cette situation, évidemment de ce discours qui est en train de prendre place et que de l'autre côté on ne reconnaît pas? Est-ce que vous pensez que vous voyez les choses sous ce même angle-là, que c'est un ciblage? Mais nous baignons, ce pays a des traditions de répression, de tuerie, de torture et d'assassinat politique. C'est ce système qui continue ainsi. Et effectivement, par la force des choses, les manifestations, le pouvoir fait tout pour dire que ce n'est qu'une région qui s'oppose à lui. Ce qui est totalement faux. Nous savons qu'aujourd'hui, en Haute-Guinée, il y a peut-être encore plus de mécontents qu'ailleurs. Et dans la Guinée du Sud-Est, c'est encore pareil. Mais le pouvoir fait tout pour faire croire que c'est le Fouta qui s'oppose à lui, ce qui est totalement faux. Sa politique nuit à toute la communauté nationale guinéenne et évidemment, il ne s'embarrasse pas de l'égalité. Il a créé des zones de feu à volonté dans lesquelles ils peuvent tout se permettre, donc des actes de banditisme ouverts. Et en plus, je vous rappelle qu'ils ont créé des situations d'état d'urgence non déclarées dans plusieurs régions du Fouta. C'est totalement illégal. Et ensuite, on a arrêté des gens présumés avoir violé l'ordre public ou autre. Au lieu de les remettre à la justice pour qu'ils s'expliquent, ils sont internés dans des camps militaires exactement comme sous la Première République. Donc il y a des situations d'illégalité qui sont là. Le pouvoir est dictatorial et ne respecte pas la loi. Une fois encore, pour terminer sur cette question de constitution, évidemment, après tous ces morts dont vous venez de parler, ces dégâts à l'intérieur du pays, mais aussi les appels d'ici et là venant de l'extérieur, l'opinion internationale, les appels des clergés, du clergé catholique, mais aussi des religieux, pour que tout ça cesse. Vous avez vu la dernière sortie d'Alpha Condé, c'était à Kindia, où il a dit qu'il le veuille ou pas, nous irons. Et je pense qu'ils viennent en donner la preuve supplémentaire avec le décret convoquant les frères. L'homme que vous avez connu, que vous avez côtoyé une fois encore, qu'est-ce que vous pensez de lui? Est-ce que vous pensez qu'il s'est métamorphosé et qu'il fait prendre un gros risque à la Guinée? Eh bien, le problème, je voudrais citer quand même mon ami Sidia Touré, président de l'UFR, qui a dit, écoutez, le monsieur que vous voyez, pour son pouvoir, il ne reculera devant rien, ne vous en faites pas. Bien. Donc, il est appelé qu'il y a eu une chambase ici, qu'il y a eu des religieux, qu'il y a eu des suppliques des religieux et autres qu'il a ignorés. Ça n'étonne pas. Il avance comme un rouleau compresseur depuis qu'un ambassadeur russe est venu lancer le 3e mandat ici, c'est-à-dire M. Alexandre Bregadze. Il ne recule devant rien. Il ne fait même pas semblant de reculer. Bien. Et là, ça veut dire que sur un plan de la conduite, de la lutte contre ce régime, eh bien, il ne faut pas se fermer toutes les possibilités. Toutes les possibilités légales doivent être utilisées et les élections, la dénonciation du régime pendant les élections fait partie de cette lutte que nous menons pour faire prendre conscience à toutes les masses populaires guinéennes que ce régime, c'est l'ennemi de tout le peuple de Guinée, non pas uniquement du Fouta. Vous pensez que l'homme s'est métamorphosé? Deuxièmement, vous pensez qu'il est pris en otage par un certain clan? Puisque Mamadi Kaba de la RADO, l'ancien président de l'INDH, le disait hier, qu'il semble être pris en otage par un clan et qui s'est métamorphosé de sa lutte originelle en tant qu'opposant. Nous disons que nous avons affaire à un système. Nous n'arrêtons pas d'insister là-dessus. Ce n'est pas la personne du président Alpha Condé qui est le problème. C'est le système qu'il conduit. Ce n'est que le chef de ce système, ONI, qui a détruit la Guinée, qui a mis la Guinée en état en lambeaux, comme on le voit aujourd'hui, sur tout le plan économique, social, culturel
et communautaire. Alors, à moins que vous n'ayez un petit mot, nous sommes à la fin de cette émission en 30 Je vous remercie. Je dis qu'il faut que les compatriotes guinéens sachent que la lutte contre une dictature, elle est multiforme. Et que dans une situation très périlleuse, où il y a un risque de parti unique, de parti état de sinistre mémoire, la réaction ne peut pas dire on croise les bras ou on réessaie les mêmes choses qui n'ont pas marché depuis 2012. Je vous remercie. Merci de nous avoir reçus, M. Ba. Merci. À très bientôt. Merci. Voilà, merci, c'était tout pour ce numéro de Café Débat. À demain pour un autre numéro avec un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.